en essayant de faire un zoom sur une période que j'ai abordée rapidement ce matin, qui est la fin du premier âge du fer et le début du deuxième âge du fer, pour essayer d'appréhender ce phénomène princier qui touche les populations celtiques de la région, d'ailleurs, de la Champagne, de la Bourgogne. Et nous sommes là presque au cœur du phénomène princier de l'âge du fer dans votre région. Je vous donnerai à partir d'une documentation archéologique qui est partagée, qui commence à être connue, mon point de vue simple, en sachant que d'autres chercheurs ont des approches légèrement différentes que j'essaierai de signaler par honnêteté. Et en essayant de voir comment l'archéologie préventive a permis de renouveler ces données, notamment à partir d'une grande fouille qui s'est déroulée ces dernières années tout près d'ici, proche de Troyes à Lavaux, sur une grande fouille qui a permis de mieux comprendre le phénomène princier, fouille qui a été réalisée de façon exemplaire par Bastien Dubuis et son équipe dans le cadre de la direction de l'INRAP Grand Est. Claude Gita est là et Stéphane Saint-Donino est également présent dans cette salle, et la qualité de cette opération doit beaucoup à mes collègues comme à celle du contrôle scientifique et technique, comme l'on dit, de la DRAC qui a suivi ces travaux. C'est une zone, la découverte a été effectuée dans une zone commerciale que vous connaissez tous, près de Troyes, la zone de Marc Avenue, et dans lequel étaient envisagés des travaux travaux de construction, notamment, je crois, d'un complexe hôtelier et autres, sur un endroit donc où on supposait qu'il pouvait y avoir des vestiges archéologiques, proto-historiques, mais peut-être aussi médiévaux. Un diagnostic avait été ordonné par la DRAC, réalisé par l'INRAP, qui a révélé la présence au moins d'un grand tertre de l'âge du fer. Et puis ensuite, les fouilles se sont déroulées pour découvrir les vestiges qui sont connus, mais que je vais essayer aujourd'hui de mettre en perspective avec vous. Cette opération donc est localisée dans le département de l'Aube, tout proche de Troyes, je vous le disais, dans le secteur de Lavaux. C'est la zone en rouge sur la carte 25 millième que vous avez au centre de l'écran. Ce secteur de Lavaux est surtout connu pour les vestiges importés, étrusques, grecs, et la qualité des vestiges funéraires. En fin de compte, Lavaux doit être appréhendé, ce que font les fouilleurs aujourd'hui dans une étude actuellement en cours, comme un phénomène plus large. Ils parlent, les fouilleurs, d'un complexe funéraire qui s'étend sur presque 4 hectares et qui englobe en fin de compte des vestiges antérieurs à l'âge du fer et qui englobe également des vestiges qui vont jusqu'à la période antique. Et l'aspect le plus original de la découverte, ce qui est connu, le fameux tertre funéraire de Lavaux, c'est ici, c'est cette zone que vous avez ici. Et quand le prince de Lavaux se fera enterrer, inhumé dans cet espace, il fera en même temps aménager une sorte de grand monument funéraire qui va prendre en compte des vestiges plus anciens, datés de l'âge du bronze et du début de l'âge du fer. Donc, en fin de compte, il va y avoir, au moment où le tertre est aménagé, une monumentalisation de toute la zone qui court sur environ 4 hectares. Alors, pour vous donner un petit peu les codes de couleur des archéologues, ce qui est blanc, c'est la craie typique de la région. Ce qui est sombre, ce sont des fossés qui étaient donc des structures creusées, remplies ensuite par un sédiment un peu plus foncé. Donc ici, il faut voir le tertre funéraire, ici des fossés, donc des structures en creux, et donc on a dans les environs de 450 avant Jésus-Christ un espace de 4 hectares avec ce grand espace enclos et puis celui-ci devant enclos. La croix de Lorraine est juste un scrupule de fouilleurs ayant voulu conserver des traces de la stratigraphie. On avance, alors cet espace était connu
a connu une occupation antérieure. Dès le XIVe siècle avant Jésus-Christ, donc à l'âge du bronze, il y a eu des enterrements qui ont été réalisés dans ce secteur-là, probablement des fosses, vous voyez, creusées dans la craie, surmontées très probablement par un tumulus. Les marquages en surface sont peu connus, et à l'intérieur de ces fosses, on retrouve des dépôts intéressants, des céramiques, du mobilier en bronze, daté du XIVe siècle jusqu'au début du premier âge du fer. Cet espace, c'est un espace donc funéraire dès l'origine, mais semble-t-il pas une nécropole extrêmement dense, ce qui fait proposer aux fouilleurs qu'on aurait peut-être une nécropole familiale qui se poursuivrait pendant plusieurs générations. C'est-à-dire que ce n'est pas tout un village qui se fera enterrer au même endroit, mais peut-être une certaine lignée, un certain choix, vu que chaque fois on retrouve des tombes d'une certaine qualité, de la fin de l'âge du bronze jusqu'au milieu de l'âge du fer. Donc des tombes avec des dépôts déposés dans ces fosses, des sépultures, pour le moment, dont on parle peu, mais qui sont également extrêmement importantes, comme cette inhumation placée dans un fossé et qui est datée du début de l'âge du fer, du 7e siècle, et la personne qui est inhumée ici est inhumée avec une épée de grand format, et donc sans doute le témoignage d'un des premiers témoignages de la sidérurgie, en tout cas d'une arme métallique en fer dans cette région. Donc là aussi une tombe hors du commun, même si elle est moins spectaculaire. Et puis on va aborder rapidement, avant de le mettre en perspective, la découverte du tertre de Lavaux. Donc vous avez ici l'échelle, une 50aine de mètres. Vous avez ici en rouge, en cacadois, l'emplacement du tumulus de Lavaux, entouré des grands fossés. Et ce que vous avez en jaune, c'est la chambre funéraire. Donc cet espace, 4 hectares, ici le grand tumulus et ici la chambre tumulaire, montre vraiment la démarche des gens qui ont occupé cet espace durant l'âge du fer, c'est-à-dire la volonté de monumentaliser à l'extrême cette tombe et de lui donner un rôle important d'un point de vue spatial, mais aussi d'un point de vue paysager, vu que cette tombe devait se voir de très loin et marquer le paysage durablement, même, puisqu'avant que les travaux commencent, le secteur, je crois, portait le toponyme du Moutot. Voici au moment du grand décapage, quand apparaissent les limites des fosses, et puis ici, le secteur sur lequel on va se concentrer, des fouilles importantes qui se sont réalisées pendant aussi la période estivale, dans des conditions que vous connaissez dans la région, mais qui ne rendent pas l'archéologie forcément comme un sport de loisir. Le décapage, on se rapproche avec une vue zénitale du tumulus princier, et puis là, une des grandes découvertes de Lavaux, parce que rarement on a en fin de compte la partie supérieure de la fosse. Alors on s'est rapproché du tumulus. Vous avez ici le début de la fouille de la tombe, du coffre, de la chambre funéraire dans lequel étaient retrouvées les traces du prince de Lavaux. Mais ce que vous voyez ici, creusé dans la craie, et que vous retrouvez ici, c'est les emplacements des poutres qui formaient le plafond de la tombe, c'est-à-dire que la tombe est parfaitement conservée, la chambre funéraire, on a le fond, on a le dépôt, mais on a également le plafond, dont les traces de bois sont parfois conservées dans la partie basse de la tombe, mais surtout dont on retrouve ici les zones d'ancrage de part et d'autre de la tombe. Donc une fouille qui, grâce aux moyens mis en œuvre par l'INRAP, grâce à l'état de conservation, grâce à l'exigence des fouilleurs, permet aussi de restituer, au-delà des objets, l'architecture funéraire du lieu. Voilà une restitution, bon, ce qui est sans doute le plus crédible dans la restitution, c'est, je ne sais pas trop, enfin voilà, ça vous donne une image générale du site, sans doute un peu trop bucolique. La situation topographique de la découverte dans le secteur de la vallée de la Seine, avec tout le réseau de petites rivières et de ruisseaux secondaires, et puis surtout dans un secteur où on avait retrouvé d'autres sépultures montrant que la typologie
de la tombe de Lavaux s'inscrit dans une forme d'architecture funéraire déjà connue dans la région. Donc c'est pas tant la forme de la structure qui est originale, qui semble plutôt refléter le faciès local, que l'ensemble de la documentation découverte pour ce site de la Champagne-Crieuse. Voilà la fouille en cours de Lavaux, des photos que vous avez pu voir à la télé, dans l'Est éclair et dans les publications de l'INRAP, dans un moment où on voit très bien la chambre funéraire creusée dans la craie, et puis apparaître les vestiges, notamment le grand chaudron en bronze dans ce secteur. On ne voit pas encore les restes du défunt, donc des éléments de méthodologie, je passe. Et là, en revanche, une photo restituée, une photogrammétrie restituée, in fine, à la fin de l'opération, qui donne une assez bonne vision d'ensemble. Donc on a ici le défunt, parce que le tombe, c'est avant tout un personnage. Donc là, le défunt, dans sa partie centrale, vous reconnaissez le torque, on va se rapprocher tout à l'heure. Un élément intéressant, c'est le cerclage d'une roue en fer, qui est un des rares témoignages de la présence d'un char dans la tombe, le terme de char étant utilisé par les archéologues proto-historiens. En fait de compte, on dirait corbillard, on s'en sortirait peut-être un peu mieux. C'est avant tout un char funéraire, c'est-à-dire c'est pas un char de combat, c'est un char qui permet le transport du défunt et du coup qui est démonté dans la tombe. Une fois qu'il est démonté, la caisse du char sert de cercueil et les roues qui permettaient de transporter le défunt sont placés dans un angle de la tombe. Là, la conservation du métal ferreux est très mauvaise et on n'a pu retrouver qu'un cerclage, un petit élément de moyeu, je crois une clavette, très peu des éléments du char, mais le monsieur était placé dans la caisse donc de son char. Des éléments de la vaisselle dont on parlera tout à l'heure, et puis ce grand chaudron. Alors quand on voit, déjà quand on fouille et quand on voit ce type de vestiges, ça paraît beaucoup. En fait, il faudrait aussi combler l'espace vide, parce que la fouille a montré des traces de cuir, des traces de tissu, des traces de vannerie. Il y a des éléments de bois qui apparaissent, on le verra peut-être sur une autre photo tout à l'heure. Sans doute qu'il y avait du boisage, on le voit ici, en creux, tac, 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 tac. Donc il faut imaginer cette chambre funéraire comme étant un peu plus habitée que les simples restitutions ou le fait que notre regard ensuite soit attiré par tel ou tel détail. Il y avait des choses sans doute beaucoup plus importantes et notamment des matières périssables qui ont disparu parce que, comme offrande, comme dépôt, voire comme objet personnel, il n'y avait pas que du métal et de la céramique. Voilà une autre photo restituée avec là aussi des détails dans lesquels on voit peut-être plus précisément les traces d'ancrage des planches contre la paroi qui montrent qu'on avait une véritable chambre funéraire en tant que telle, un poutrage, un plafond et des murs boisés pour cette tombe. Le défunt dont je vous parlais tout à l'heure, avec son torque, on va s'en rapprocher tout à l'heure, il est allongé sur le dos, c'est un adulte, on parle d'une quarantaine d'années, et c'est un individu masculin, donc le prince de Lavaux est véritablement un homme. Des éléments de son crâne malheureusement effondrés écrasés un petit peu par les sédiments, et il porte autour de son cou un torque en or dont on verra des détails tout à l'heure, un or massif, voilà un torque d'environ 800 grammes avec une ornementation d'un animal mythique mixte avec ailé, les deux glands qui ferment le torque, et vous savez donc que le torque dans les sociétés celtiques était un symbole de pouvoir divin, donc c'était à la fois les grands chefs, les héros et les dieux imaginés qui portaient ce type d'ornement. Voilà un détail de cet objet en or, et vous voyez les éléments finement décorés. On en parlera tout à l'heure, mais tous les objets d'origine locale, par tradition, le torque est un objet éminemment celtique.
pose la question du niveau de savoir-faire des artisans. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait différentes hypothèses chez les chercheurs. L'or, à cette période-là, était bien travaillé dans le monde phénicien, dans le monde étrusque, dans le monde ibérique. Donc, certains chercheurs, ils verraient bien des importations, c'est peu probable. Des artisans qui ont bougé, c'est beaucoup plus, à mon avis, probable, parce que dans ces populations, dans ces élites, s'il y en a vraiment un prince, quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui a des moyens, ben, il attire autour de lui des artisans de grande qualité, qui ont une tradition dans la fabrication, dans la mise en œuvre, et qui par contre répondent à des goûts, à des traditions locales. Donc on pourrait très bien avoir ici, dans le cas du torque ou d'autres objets, le fait d'une production locale, d'un point de vue géographique, correspondant à des goûts locaux, celtiques, mais en revanche avec des techniques qui sont importées, pourquoi pas du monde méditerranéen. C'est probable comme hypothèse. Le monsieur avec son torque, mais il avait aussi 2 bracelets, vous le savez, à chacun de ses bras, retrouvés en place, avec donc 2 têtes d'oiseaux aquatiques, pour ne pas dire des canards, affrontés. Et là aussi, un travail de qualité pour ces objets qui portent des traces d'usure, donc c'est des documents qui étaient sans doute ou portés ou transmis. Mais là aussi, même si notre œil, bien naturellement, est attiré par l'or, il y avait d'autres objets, notamment des bracelets en lignite, des objets en ambre, très probablement, des objets en tissu, des objets en argent. Voilà par exemple le reste d'un collier avec ses perles tournées en ambre. Et donc là aussi, imaginez sans doute une parure plus importante, jusqu'à même, d'après les hypothèses de travail bien documentées des chercheurs aujourd'hui, la présence d'une véritable cuirasse au sens strict du terme, c'est-à-dire un habit en cuir rigide qui habillait le prince de Lavaux, jusque dans sa tête, vu qu'on a retrouvé le cimier probablement d'un casque au-dessus de son crâne. Donc il faut imaginer un monsieur vêtu probablement en habit militaire et richement orné de documents en or, en argent et en ambre. Voilà la fouille avec une vue d'acteurs principaux sur le terrain. Et puis ces documents extrêmement fragiles, mais qui ont été repérés, la roue de char, le moyeu central, les éléments de clavette, qui permettront de restituer le véhicule funéraire du prince de Lavaux. Le dépôt de vaisselle dont on a beaucoup parlé, avec ce grand chaudron qui a posé des problèmes au moment de la fouille, parce qu'en fin de compte, ce vase qui fait environ 1 mètre de diamètre, qui faisait sans doute un peu moins d'1 mètre de haut, s'est écrasé dans l'angle de la pièce, et donc il paraît aujourd'hui bas affaissé. En fin de compte, il devait être posé légèrement un peu plus haut. Alors là, il y a aussi des discussions entre chercheurs. Certains pensent qu'il pouvait être suspendu, ce qui n'est pas impossible parce que dans le monde grec, ces grands chaudrons avec ces anneaux pouvaient être des documents suspendus, pourquoi pas. Soit, généralement, dans les temples grecs, mais nous ne sommes pas dans un temple grec, ce type de chaudron était posé sur des grands trépieds. Et ici, en fin de compte, il est déposé sur un seau en bronze. Donc ça, ces seaux avaient fabriqués en Étrurie, avaient une fonction de transport, voire de stockage de liquides et de boissons. Là, visiblement, il a été mis en fonction secondaire et le chaudron était posé dessus. Et en revanche, comme le chaudron, on va en parler, était posé plein de liquide sur le seau, deuxième hypothèse. Ensuite, bien entendu, comme la tôle chaudronnée est extrêmement fine, quand il s'est abîmé, le chaudron est passé au travers du seau. Donc vous voyez, là, il y a un enfoncement. Il faut imaginer le chaudron soit au-dessus accroché, soit posé sur le seau, et puis dans un état second, le seau qui traverse le fond du chaudron. J'espère que je suis clair, ou du moins que vous avez restitué l'ensemble des données. Alors, le fait qu'il se soit enfoncé, c'est sans doute lié au poids de ce qu'il contenait. En tout cas, des prélèvements ont été effectués à l'intérieur du chaudron, des analyses ont été réalisées, et donc, visiblement, le chaudron, au moment de la fermeture de la tombe, était rempli de liquide, et ce liquide était du vin rouge.
Donc on est là dans un chaudron classique classique, exceptionnel par sa taille et dans son lieu de découverte, mais classique dans son usage méditerranéen, c'est-à-dire un vase communautaire pour le stockage et le partage du vin. Donc le chaudron ici, les petits éléments de vaisselle avec une bouteille de type VIX, donc une bouteille locale tournée de qualité, de la vaisselle. Donc on a là un service à boire et à manger qui accompagnait le défunt. Alors il y a toujours une ambivalence sur ce type de service dont on parlera tout à l'heure. C'est soit des éléments de service pour accompagner la pratique funéraire, c'est-à-dire le repas avant ou au moment de l'enterrement, donc le repas qui réunit les gens autour de lui, soit des éléments de prestige qui existaient du vivant du prince et qui l'accompagnent dans l'au-delà pour que là aussi il puisse pratiquer ce rituel de partage qui est le banquet et qui était, semble-t-il, commun aux populations méditerranéennes et aux populations celtiques. Donc des récipients conservis qui existaient probablement dans des rituels importants dans le monde celtique et qui accompagnaient ce personnage important dans cet exercice. Tac, tac. La bouteille de type VIX, donc une bouteille tournée pour des liquides. D'autres éléments qui seront à discuter, il y a des petits éléments en bronze, en matière dure animale, peut-être des cornes à boire. Et on va se rapprocher du chaudron, dont, on l'a vu tout à l'heure, ce chaudron, il y a 4 anses avec ses anneaux, parce qu'à l'origine, ce type de chaudron, je vous dis, était suspendu, et les anneaux, au centre de chaque anneau, il y a une tête d'un personnage, où là, juste pour l'anecdote, je dirais que voilà, les cours de première ou de deuxième année d'histoire de l'art permettent de reconnaître Achélos du premier coup d'œil, et quand on le fait, on est assez content, parce qu'effectivement, on a un personnage cornu, des oreilles de bovidé, une barbe, une moustache triple et une barbe en forme de fleuve, et quand on voit ce personnage, on dit c'est Achélos, un dieu fleuve qui est connu dans le monde grec et dans le monde étrusque, dont on a quelques représentations à Marseille, quelques représentations en Emporias, quelques représentations dans le secteur méditerranéen, et surtout beaucoup de représentations dans le monde étrusque et dans le monde grec. Un dieu fleuve, le dieu de l'abondance. Chose étrange, je vous disais que quand on l'a vu, on l'a reconnu rapidement pour ce qu'il était. Or, quand le spécialiste mondial, mon collègue Briquel, a lui vu la tête d'Achélos, il l'a reconnu, c'est normal, c'est le spécialiste mondial des Étrusques, mais en revanche, quand il l'a vu, il a dit « il est hors du commun », parce qu'en fin de compte, c'est la seule représentation d'Achélos qui est connue aujourd'hui en Europe, et donc dans le monde, qui porte l'ensemble des attributs d'Achélos. C'est-à-dire que si vous regardez sur Wikipédia, si vous regardez dans les musées italiens, si vous regardez dans les musées grecs, vous trouverez des Achélos avec des cornes et des oreilles de bœuf, et éventuellement les moustaches. Vous retrouverez Achélos avec ses cornes et la barbe, etc., etc. Mais en revanche, vous ne retrouverez jamais Achélos avec les cornes, les oreilles, la moustache triple et la barbe en forme de fleuve. C'est-à-dire qu'on a l'archétype de l'Achélos dans Découverte à Lavaux, le Achélos puissance 3, qui ne pouvait être que reconnu par les populations diverses. Ces portraits d'Achélos sont, on l'a vu, il y en a 4, ils sont là, probablement issus du même moule, mais ensuite retravaillés par les artisans, et puis ils tiennent un élément qui vient rigidifier la partie sommitale du chaudron, et qui, aux extrémités, sur lesquelles sont représentées, selon la terminologie des chercheurs, des têtes de lionnes. Voilà, donc c'est le petit animal sympathique que vous avez vu partout. Là aussi, des objets obtenus sans doute à la cire perdue, avec des petits éléments rajoutés de manière extrêmement qui donne à ce document beaucoup de vivacité, voire d'espièglerie. Et puis, sous le chaudron, les restes d'une vannerie. Il n'est pas impossible que l'ensemble du chaudron ait été recouvert de ces éléments de sparterie. Des tissus, dont je vous disais tout à l'heure, qui sont aujourd'hui en cours d'étude, et ça aussi, ça doit nous interroger. Donc, la tombe est connue par l'or, par le bronze et par la céramique, ce qui est ménomal, et ce qui est pas mal. Mais en plus, il faut imaginer effectivement tout ce qui peut être en tissu, en cuir,
dans ces sépultures et qui sont étudiées là et qui permettront de renseigner un petit peu sur l'ensemble de ce qu'est une sépulture de cette période, donc les restes organiques dont on a parlé tout à l'heure, les prélèvements ADN qui ont été réalisés selon les normes en vigueur dont on nous a parlé ce matin, les résidus qui ont permis de démontrer qu'ils contenaient du vin, et puis les vases d'accompagnement, donc ces plats, ces assiettes en bronze, probablement pour la consommation de viande plus que de la boisson, la ciste à cordon, le seau qui était placé sous le chaudron. À l'intérieur, on a retrouvé une petite nocoé en brosse, donc un vase qui peut permettre à puiser et surtout qui permet de verser le liquide, qui est un beau document, très probablement d'origine méditerranéenne. Des éléments de couvercle, et puis l'objet qu'on a le plus vu et qui est sans doute l'objet le plus unique dans le lot, c'est cette nocoé attique à figure noire, la fin des productions de figures noires, sans doute l'élément, selon moi, qui permet de dater au mieux la tombe. Donc on est là dans les années, voilà, c'est une production des années 480-450 avant Jésus-Christ. Et c'est la particularité de cette nocoé fabriquée en Grèce, fabriquée en Attique, c'est que le fond a été scié et qu'on a rajouté un pied métallique en lieu et place du pied en céramique, le pied métallique ayant été ensuite collé à la céramique avec une sorte de résine. Donc cette partie-là a été rajoutée. La partie sur l'anse a été rajoutée, on va le voir aussi, avec du métal, et la bordure du vase a elle aussi été améliorée avec une application d'éléments en or et d'un léger grenetier. On a pu dire un peu rapidement au moment de la découverte que le vase avait été customisé. Ce n'était pas une bonne chose puisque tout le monde l'a répété par la suite. Voilà, la représentation du vase en cours de nettoyage, probablement une représentation de Dionysos et d'Ariane, donc une scène mythologique liée à la vigne que l'on voit ici et à la boisson, le nocoé étant typiquement un vase du banquet. Voilà des détails des parties customisées vu qu'on a dit qu'on n'en parlait plus. Le bord avait le granati d'or. Le pied, vous retenez la forme et vous verrez tout à l'heure le pied du cratère de Vix. À nord, le grenoti identique à celui qu'on trouve sur le bord. Et cette partie-là, et on voit même l'endroit où la céramique a été sciée. Aujourd'hui, l'état de restauration est bien entendu meilleur. Et puis, autre élément remarquable, des éléments sur l'anse qui ont été rajoutés avec des formes qui ne sont pas sans rappeler des motifs, des éléments de l'art celtique. Donc là aussi, un petit peu la même problématique que pour le torque. Le vase a été fabriqué en Grèce, transporté jusqu'à cette région sans trop de problèmes, ça pose sans doute moins de problèmes que transporter le chaudron. En revanche, il a été customisé, alors soit directement en Grèce, parce qu'on s'adressait à ces populations celtiques, soit sur place parce que le chef local a voulu en rajouter, avec des techniques qui étaient connues dans le monde méditerranéen, mais je ne vois pas pourquoi elles n'auraient pas été connues également dans le monde celtique, et donc ça en fait un vase mixte d'un point de vue des composantes, la céramique, l'or, l'argent, la résine, et ça en fait un vase aussi mixte d'un point de vue stylistique, vu qu'on a des éléments celtiques, des éléments grecs, et puis des éléments purement classique dans le type de motif. Donc un élément unique. Le vase attique était déjà une production chic, on va dire, dans le monde méditerranéen. On va dire la porcelaine que les grands-mères, pas la mienne, mais les autres sortaient le dimanche. Et le fait d'y rajouter de l'or, etc., c'est un élément supplémentaire, sans doute, d'éléments de prestige. Peut-être un code, on voit beaucoup dans ces tombes des marges du monde méditerranéen, la présence d'or, un petit peu comme si, je sais pas, vous promenez un peu partout dans le monde avec un chéquier, des fois vous paraissez pas crédible, si vous arrivez avec un American Express, ça passe un peu mieux, donc il est possible que l'or soit un élément supplémentaire, compréhensible bien entendu par l'ensemble des populations, et qui permet justement d'accomplir un acte, voilà, offrir un vase attique, ça a du sens, offrir un vase attique avec de l'or, le message passe mieux.
Alors ce vase a du sens d'un point de vue fonctionnel, il a du sens d'un point de vue symbolique avec la représentation mythologique, il a aussi un sens associé, il doit être associé avec les éléments qu'on retrouve dans la tombe, vu qu'on a le grand chaudron dans lequel était le vin, probablement mélangé quand même d'un peu d'eau si on suit réellement le rituel. Le nokoé qui sert éventuellement à puiser et surtout à verser. Et comme on sait que c'est des vins qui étaient chargés peut-être de résidus de plantes aromatiques et autres, voire même chargé lui-même de dépôts en tant que tel, ce vin a besoin d'être filtré. Et on a retrouvé pendant la fouille les éléments qui permettaient de filtrer le vin à 2 niveaux. Ce petit cuilleron, vous voyez ici l'échelle. Donc ça fait 1 cm, et donc vous avez ici une petite cuillère perforée, maintenue par cette petite tige, dont la particularité, on ne le voit peut-être pas assez bien sur la photo, c'est que la tige est reliée à la petite passoire par un élément qui reprend une forme de main, et donc voilà des détails de moins d'1 centimètre qui en font des productions de qualité, cet objet étant en argent, et probablement permettant un double filtrage à partir d'une passoire plus importante, circulaire. Donc vous voyez, le petit cuilleron qu'on avait ici devait être fixé au centre et permettait de filtrer doublement. On prenait le liquide avec le nokoé dans le chaudron, on le versait dans cette double passoire, on enlevait les impuretés, le reste tombait dans une coupe et puis on le buvait allègrement. Et donc vous avez ici cette passoire, et cette passoire aussi a un décor de lance particulièrement raffiné, vu qu'il reprend la forme d'un serpent avec une tête de bélier, animal qui est connu dans les mythes méditerranéens, mais aussi également évoqué dans certains mythes celtiques. Et là aussi, ce type d'objet de passoire à filtrer est connu un petit peu dans le monde grec, est connu en mer Noire et notamment chez les Thraces. Et puis on en a un exemple ici dans le monde celtique qui accompagne un élément de banquet méditerranéen. D'autres récipients, je me répète, devaient accompagner cet ensemble en matériaux périssables. On a un autre petit pied en or qui a été trouvé, et donc il devait y avoir ou une coupe ou une nokoé, là aussi en matériaux périssables, et qui a disparu. Des éléments en fer et en argent qui ont été retrouvés, dont ce qui est appelé humblement par les fouilleurs couteau ou poignard. Mais à partir de 45 cm, c'est dangereux partout. Et donc, peut-être que le terme de couteau est peut-être un petit peu désuet. Si on regarde une carte de l'Europe et de la Méditerranée, on a donc le chaudron qu'on a vu ici, qui peut venir d'Italie du Sud ou d'Étrurie. Ce type de cyste qui vient probablement d'Étrurie du Nord, ce type de récipient qui vient du monde méditerranéen au sens large, ces éléments qui viennent probablement d'Étrurie, la céramique attique qui vient par définition d'Attique, donc près d'Athènes, et puis ces éléments en argent qui sont connus dans le monde de Thrace, mais qui peuvent venir d'un peu partout, à vrai dire. Donc on voit qu'ici à Lavaux, l'approvisionnement, c'est peut-être du vin de Marseille, dans un vase qui vient d'Étrurie ou d'Italie du Sud, qui était servi avec cette nokoé et avec des éléments en argent qui viennent d'autres secteurs. Et donc ça place la découverte de Lavaux dans un espace extrêmement large qui montre que dans cette période, on est vers 450 avant Jésus-Christ, cette région de la Champagne participait à une dynamique que l'on appellerait aujourd'hui globalisée ou mondialisée, c'est-à-dire que l'espace méditerranéen était connecté avec les populations celtiques. Alors là, juste pour résumer la problématique, et puis à vous de vous approprier telle ou telle hypothèse, il y a aujourd'hui chez les chercheurs deux points de vue. Celui argumenté de certains de mes collègues
qui pensent qu'effectivement, il y a eu une montée en puissance de ces populations celtiques et qui commencent à parler d'égal à égal avec les grandes sociétés de la Méditerranée, les Étrusques et les Grecs, et qui donc, à un moment donné, effectivement, de par leur richesse, attirent et des artisans et des objets vers eux. Donc c'est une montée en puissance de ces populations, tout à la gloire des populations celtiques. Pourquoi pas ? Ce n'est pas tout à fait mon point de vue, mais il ne vaut pas plus que ceux de mes collègues, à part que c'est le mien, donc j'ai le micro, j'en profite pour essayer de le diffuser. C'est, de mon point de vue, l'état d'évolution d'un point de vue sociétal, ce qui n'est pas un élément qualitatif, des sociétés grecques et des sociétés étrusques, étaient quand même des sociétés plus développées d'un point de vue économique et d'un point de vue culturel que n'étaient les sociétés de la partie centrale et nord-européenne. En revanche, la montée en puissance de ces sociétés, de ces cités-États grecques ou étrusques, va de pair avec, en fin de compte, la recherche de biens de première nécessité. On le sait, les cités-États étrusques, les cités-États grecs, rapidement sont dans un essor démographique, sont dans une montée en puissance, sont d'ailleurs dans une certaine concurrence entre elles, cités, et entre elles, culturelles, les Grecs et les Étrusques, et vont, en fin de compte, rechercher ailleurs, hors de leur territoire, les produits de première nécessité dont elles avaient besoin. Et dans le monde classique, les produits de première nécessité, c'est les céréales pour pouvoir nourrir la population en plein essor démographique, d'autant plus qu'une partie de la population de ces sociétés classiques étaient des artisans, étaient des soldats, et donc ne produisaient pas. Donc recherche de céréales, recherche d'esclaves, en dehors de son territoire, et recherche de matières premières, et en premier lieu le nerf de la guerre, c'est-à-dire le métal, l'étain dont elles avaient besoin pour produire leur bronze, étain qui pouvait venir du Massif central, du Morvan, de la Bretagne ou des îles britanniques. Recherche de matières précieuses, en particulier l'ambre qu'on trouve dans la mer du Nord, recherche de céréales, recherche d'esclaves, et donc ces sociétés fortes du monde méditerranéen ont eu en fin de compte une activité d'essaimage, de commerce, voire de prédation, de la mer Noire jusqu'au monde ibérique. Et donc l'exemple qu'on a ici, on pourrait le retrouver un peu partout dans la périphérie de puissance de ces cités. Et donc, c'est pour ça qu'elles ont essaimé, qu'elles ont créé des villes comme Marseille, comme Agde, comme Emporias, et qu'elles sont allées chercher, en dehors de leur territoire, les produits dont elles avaient besoin. Aller chercher des produits dont on a besoin en dehors de son territoire, c'est déjà une belle manœuvre. Aller les rechercher le long des fleuves côtiers a du sens. En revanche, si on veut se pourvoir en étain de la Bretagne ou en ambre de la mer du Nord, on arrive à un moment à un problème qui cale d'un point de vue des distances pour pouvoir s'approvisionner, et également de contrôle d'espace géographique et d'espace de circulation. Et ce qu'on voit à peu près sur cette carte, et un peu mieux sur la carte dont je vous parlerai tout à l'heure, c'est que ces fameuses principautés celtiques se sont toutes développées dans un espace que l'on appelle l'interfluve entre le Rhône, la Seine et le Danube. C'est-à-dire, en fin de compte, à partir des grands axes de circulation fluviatile, Rhône, Saône, Seine et Danube, qui sont en fin de compte les grands axes de circulation à partir de l'Europe et ceux qui permettent d'aller vers les populations. Et donc, l'hypothèse que je formule, c'est qu'on a affaire ici, avec ces principautés celtiques, des groupes que l'on pourrait rapprocher des États émergents actuels, c'est-à-dire des endroits qui n'ont pas une puissance politique extrêmement importante, mais qui, de par leur situation, vont être les passages obligés, les hubs, permettant en fin de compte l'accès à des ressources dans d'autres régions, et que la puissance et l'argent de ces principautés celtiques va être en fin de compte sur leur capacité à produire de la plus-value entre un monde méditerranéen à la recherche de matières premières et un monde indigène, on va dire nordique, producteur, mais dont le secteur n'a pas de marché direct. Et donc c'est eux qui vont contrôler l'activité entre le nord et le sud et probablement tirer une certaine plus-value
de cette production. Et dans le cadre de ce marché, à mon avis commandité par les sociétés méditerranéennes, plutôt qu'effectivement de reverser cette plus-value à l'ensemble de la population, cette plus-value a été captée par des princes, un petit peu, mais là aussi je ne devrais pas le dire, surtout si c'est enregistré, un peu comme quand aujourd'hui on offre 10 rafales à tel gouvernement un peu douteux, ou tel type d'aménagement à tel autre, parce qu'on renforce un pouvoir local, on s'y attache une certaine relation commerciale, et en fin de compte ça permet de dominer plus largement sur un espace autre. Voilà, donc deux hypothèses, soit une montée en puissance des populations celtiques, qui deviennent à ce moment-là des acteurs importants euro-méditerranéens, première hypothèse, soit une montée en puissance de ces sociétés méditerranéennes, qui du coup utilisent ces secteurs comme un intermédiaire qu'ils ont intérêt à défendre et appuyer. Et donc, voilà, un petit élément de contextualisation, cette Méditerranée qui devient une véritable mare entourée de populations méditerranéennes. On voit ici en rouge les implantations phéniciennes et puniques, donc des populations qui viennent du Liban, d'Israël et de Palestine actuelle et qui viennent dans cette partie sud de la Méditerranée occidentale. Les points jaunes qui sont les Grecs, qui viennent de Grèce de l'Est, de Grèce propre, et qui installent ces colonies, et puis ces Étrusques qui à l'origine étaient implantés entre l'Arno et le Tibre dans ce secteur, et puis qui vont un petit peu venir sur la côte méditerranéenne, qui vont venir en Corse où l'INRAP actuellement fouille une tombe étrusque, et puis qui vont venir essayer de remonter ces grands fleuves, soit à partir du Pô, soit à partir du Rhône, pour avoir accès aux richesses du monde celtique. Cette Méditerranée qui va devenir une véritable mer partagée avec un espace dominé par les Grecs, un espace dominé par les Puniques, un espace dominé par les Étrusques. Et donc c'est en fin de compte d'une saturation commerciale de la Méditerranée que seraient nées ces populations celtiques. On a les traces des premières importations celtiques sur le littoral méditerranéen, comme ici dans la nécropole d'Agde, où dès le 7e siècle avant Jésus-Christ, dans un contexte purement celtique, indigène, on retrouve des vases à boire, ici de Nokoé, beaucoup plus ancienne, hein, elle a un peu plus de 2 siècles, enfin elle a 2 siècles de plus que celle de découverte à Lavaux, avec des coupes qui montrent qu'un des premiers éléments de contact entre les Méditerranéens et les indigènes, ça va être non pas la céramique, parce que personne n'achète de la céramique, à moins que vous y rajoutez de l'or. En revanche, c'était le vin, qui était un produit neuf. Il faut voir un petit peu ce choc culturel, quoi. Avant que les Étrusques et les Grecs arrivent dans le monde celtique, la seule boisson qu'il pouvait y avoir, c'était une bière, allez, 2-3 degrés, c'était éventuellement de l'hydromel, guère plus. Là, on va arriver avec une boisson plus forte en alcool, plus forte d'un point de vue symbolique et d'un point de vue rituel, et qui va être donnée, échangée, qui va appuyer en fin de compte les échanges entre le monde méditerranéen et le monde indigène dès le 7e siècle, avant même la fondation de Marseille sur le Languedoc, avec ce type d'échange qui va sans doute avoir lieu. Voilà les céramiques, voilà du milieu du 7e siècle, ce sont les céramiques tournées les plus anciennes trouvées en France, mises au jour dans cette nécropole, avec rapidement, et ça c'est Stéphane Verger qui l'a vu habilement, le vin arrive, mais ce n'est pas forcément un vin pour enivrer, c'est un vin pour ritualiser, à tel point que dans la nécropole d'Agde, dès le 7e siècle avant Jésus-Christ, on retrouve ces fameuses céramiques à boire, à vin, mais elles sont accompagnées, et ça c'est Stéphane qui l'a mis bien en avant, de couteaux qui sont connus dans le monde grec et notamment dans le sanctuaire grec de Gela en Sicile comme étant des couteaux rituels liés en fin de compte à des pratiques de sacrifice. Donc très rapidement, l'alcool, comme à Lavaux avec le banquet, est lié à des éléments religieux et ce n'est pas que l'alcool qui est diffusé, c'est la manière de le boire et des rituels, des pratiques cultuelles et religieuses. Alors les Grecs ne sont pas les seuls, d'où le fait que Lavaux soit compliqué.
Il y a un débat actuel qui sera peut-être tranché, je ne crois pas grâce aux analyses, on s'y rapprochera petit à petit, mais savoir si c'est étrusque, si c'est grec. Je crois qu'on devrait retenir le terme de méditerranéen parce que grec ne veut pas dire grand-chose, les cités sont très différentes entre Emporion, la Sicile ou la Grèce de l'Est, même chose pour le monde étrusque. En revanche, ces gens-là ont les mêmes mythes en tête ou des mythes très proches, et ensuite ils transitent, ils bougent entre eux. Dans la même nécropole d'Agde, on a trouvé des vases d'origine phénicienne, et ici un peu plus loin, à Mayak, dans l'Aude, on a retrouvé des vases non tournés, mais également des vases phéniciens dans Gobe Rouge. Donc voilà, quand je parlais de mer partagée, en bordure du littoral et le long des fleuves, on a des Étrusques, on a des Grecs, on a des Phénico-Puniques. Donc ce monde méditerranéen est vraiment très excité et on retrouve dans la céramique fine vers 600 dans le secteur de Saint-Blaise des vases qui viennent de Grèce de l'Est, qui viennent de Phocée, qui viennent de différents lieux d'Étrurie, et donc en fin de compte il n'y a pas un seul pourvoyeur, et je ne vois pas pourquoi on imaginerait pour Lavaux un seul lieu d'origine de l'ensemble des vases. L'économie du bronze, j'en ai parlé tout à l'heure, et du recyclage qui était connu du monde méditerranéen, vu que les dépôts de l'âge du bronze, je le disais tout à l'heure, on a retrouvé des restes en Étrurie, à Gela, à Olympie, et donc en fin de compte, on a une connaissance des ressources en métal de ces régions de la Méditerranée. Alors là aussi, ne pas imaginer que le métal des Pyrénées, des Alpes, des Cévennes, voire du Morvan, était le seul qui existait dans tout l'espace euro-méditerranéen. Il y a des ressources importantes en Espagne, il y a des ressources importantes en Sardaigne, des ressources, il y en a dans d'autres secteurs, mais en revanche, on se partage le marché et ensuite on va gagner au plus loin pour essayer d'avoir ces ressources. Le vin va avoir ce rôle important dans la tombe de Lavaux, comme dans d'autres tombes que l'on évoquera tout à l'heure. Un vin qui au départ est un vin d'importation, qui vient du monde punique, qui vient du monde étrusque ou du monde grec, mais qui rapidement sera produit sur place. Les fouilles de l'INRAPS et les fouilles de Philippe Boissineau ont permis de découvrir dans la région de Marseille des traces de tranchées de plantations de vignes, datées parce qu'à l'intérieur de ces tranchées creusées dans le sol, on avait rejeté des déchets de la ville, des ordures, et que dans ces ordures, il y avait de la céramique qui a permis de dater les plantations de ces vignobles. Alors il a retrouvé à la fois les vignobles, avec les chemins, les zones de fossés, etc. Et on a même retrouvé, c'est intéressant, des traces de production de cèpes, c'est-à-dire qu'on a à la fois les vignobles et ces petits carrés qui sont des traces de provignage, le provignage étant une manière de reproduire la vigne de bouture. On prend un sarment, on le plante en terre, et au bout d'une saison et demie, des racines prend, et donc on avait là, Boissineau a mis la main, si j'ose dire, ou les mains pendant de nombreux mois avec ses collègues, sur un vignoble grec et une pépinière, parce que les Grecs implantés à Marseille se sont rendus compte que leur terroir était relativement petit, et que le moyen qu'ils avaient d'établir du commerce, c'est de le baser sur un produit qui était rare, dont ils connaissaient, eux, la production de la vigne, qui est presque facile à faire, et surtout la production de vin, qui demande quand même un certain savoir, comme vous le savez, puisque un bon jus de raisin naturel ne peut devenir que du vinaigre. Il faut une amélioration chimique pour que ça devienne du vin, et ça, les Grecs savaient faire de l'œnologie, alors qu'éventuellement, les autres pouvaient faire que du vin tourné. Donc ce vin, on l'a vu, et puis aujourd'hui, les avancées des fouilles préventives permettent de trouver et les éléments de pressurage, trouvés dans la région de Latte, et même aujourd'hui, on a retrouvé dans des puits des traces de sarments, donc de vignes, et on a même des traces d'éléments de taille sur certains de ces fragments de cèpes de vigne, et donc on a une culture de la vigne bien implantée, et les amphores produites par les Grecs permettant le transport en milieu maritime et fluvial du vin. Peut-être plus au nord, il était transporté dans des outres, voire des tonneaux de manière préférentielle. On passe sur ces ensembles et ces productions pour dire que très rapidement, le vin de Marseille, à partir des années 475 et 450 avant notre ère, va être dominant. Donc à titre d'hypothèse, quand on voit sur le littoral la part
qu'occupe le vin de Marseille, ici avec cette petite couleur violette un peu étrange, dès les années 475 avant Jésus-Christ, on voit que la part de marché, si j'ose exprimer ce terme, c'est essentiellement une part de marché grecque au détriment des Étrusques. Donc il me semblerait étrange que le commerce qui est maîtrisé sur le littoral et dans la basse vallée du Rhône par les Grecs soit maintenu plus au nord par les Étrusques, mais c'est juste une proposition comme ça que je soumets. En sachant, autre élément pour revenir dans quelques minutes et terminer sur les sociétés du centre de la Gaule, que sur le littoral se produit un élément que j'évoquais ce matin qui est aussi un élément neuf, peut-être aussi important que les tombes que l'on évoquait, que l'on évoquera tout à l'heure, c'est le phénomène de sédentarisation et d'urbanisation. Dans les environs de 600 avant Jésus-Christ, apparaissent les premiers villages, apparaissent les premières villes, avec une sédentarisation, une forme d'urbanisation et des lotissements, au sens strict du terme, une agglomération avec des maisons qui vont se coller. Et ça, c'est quelque chose de neuf. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le contact avec le monde méditerranéen va pousser les gens à se sédentariser, à construire, autant sur le littoral que dans l'arrière-pays. Et on a même, si vous voulez, presque un manuel à ciel ouvert, quelque chose que j'aime bien présenter. On a les premières maisons indigènes qui sont arrondies avec un petit vide sanitaire entre elles. Donc une sorte d'implantation, vous voyez ici le vide sanitaire. Dans un premier temps, les gens se sédentarisent et se regroupent, mais sans coller les maisons les unes aux autres. On n'a pas, au sens strict du terme, une agglomération. Un petit peu comme vous auriez un camping. Ensuite, les gens mettent des mobil-homes en arrachant les roues et en mettant les mobil-homes les uns à côté des autres. Et dans une dernière étape, après avoir construit une haie, on construit des murs mitoyens. Et donc là, on a ces étapes-là. On a les maisons, les cabanes, les maisons en dur en forme de cabane, les maisons en dur en forme de cabane qui ne se touchent pas. Et ensuite, dernière étape, les systèmes, voilà encore là les cabanes en dur mais qui ne se touchent pas. Les cabanes en dur, mais de forme rectangulaire, que n'ont plus de forme de cabane, donc de maison, qui ne se touchent pas. Et dernière étape, les maisons agglomérées qui forment des îlots. Donc on a vraiment un élément culturel important qu'on reverra à Vix et qu'on ne voit pas à Lavaux, mais qui est, il faudrait peut-être rechercher d'une autre manière, c'est que ce qui nous paraît normal aujourd'hui, la ville, la maison, l'agglomération, est une idée neuve en Méditerranée, je le disais ce matin, vers 600 avant Jésus-Christ, qu'on en a les prémices et que c'est quelque chose qui n'est pas répandu partout. Donc on l'a là ici vers 600. Dans les sociétés celtiques, c'est quelque chose sous cette forme-là, qui est peu ou pas connu, vu que l'habitat dispersé est encore majoritaire vers 600 avant Jésus-Christ. Et le phénomène princier que nous évoquions tout à l'heure va s'accompagner à la fois par une montée en puissance de certains personnages, ceux qui vont être appuyés ou qui vont conduire une politique forte, et également un regroupement des populations, parce que, bien entendu, ce système de troc, ce système de surveillance et de passage ne pourra être réalisé que sur des populations regroupées, rassemblées, hiérarchisées, et donc la ville va naître au même moment. Et si l'on essaie de voir le lien qu'il peut y avoir entre le littoral et l'arrière-pays, pardon pour l'absence de couleur, vous avez ici la zone de production de vin, avec ses hachurés. Ici, en noir, les endroits où on retrouve des habitats avec des amphores. Et puis, vous voyez ici se développer Brani, un des premiers sites bien occupés. Notre collègue était là ce matin. Bourges, Vix, Lavaux. Et donc, on voit le lien qu'il y a entre la Méditerranée, la diffusion du vin et la consommation du vin, et puis ces sociétés celtiques, on voit vraiment le contact qu'il y a entre ces principautés celtiques, la vallée de communication qui est le Rhône, et ensuite les zones de production de vin sur le littoral avec Marseille. Et puis il faut voir aussi effectivement, par le monde étrusque, le même phénomène avec Spina, la vallée du Pô, et effectivement des circulations possibles à partir des cols alpins jusqu'à ces secteurs, un même phénomène
moins linéaire, plus difficile à voir parce que le transport des amphores dans les Alpes n'est pas simple, mais donc les deux éléments qui ont pu stimuler l'émergence de ces sociétés celtiques. Et voilà une carte tirée de l'ouvrage de Ruby et de Patrice Sebrun qui montre l'emplacement de ces espaces celtiques, Vix ici, Lavaux dans ce secteur-là, et puis vous voyez sur ce fond de carte l'élément d'interfluve dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que la plupart de ces centres celtiques sont bâtis dans cette zone de contact. Plus au nord on les a pas, plus à l'est on les a pas, plus à l'ouest on l'a pas, plus au sud on les a pas, mais en revanche, dans l'endroit où se retrouvent les sources et le début des axes de communication naturelle, on retrouve l'ensemble de ces centres celtiques, avec les grandes tombes, on va en faire un résumé en guise de conclusion, mais également les habitats structurés, la Heuneburg, qui reprend un plan de type grec ou étrusque, avec ses maisons agglomérées, ses murs en briques crues, avec ces redans en crémaillère, donc un type de polyurcétique, de rempart qui n'est connu que dans le monde grec ou en Étrurie. Quand je comparais tout à l'heure de manière abusive avec les rafales, c'est un peu ça, c'est je t'enrichis, je te donne des éléments de pouvoir, mais je te donne aussi des éléments pour te défendre et pour marquer le paysage, vu que voilà, ce type de construction est très probablement dû à un ingénieur méditerranéen. Et puis, autre exemple, le plus célèbre, celui fouillé par notre collègue Bruno Chaume, celui de Vix, dans lequel les prospections électromagnétiques ont permis de reconnaître, donc comme on l'assoit, à 60 km de Lavaux, cette ville qui apparaît dans les années 550-530 avant Jésus-Christ. Avant, il n'y avait rien ou pas grand-chose. Après 450, il n'y aura rien ou pas grand-chose, et pendant un peu moins d'un siècle, sans doute 2 générations, une ville puissante, organisée, structurée, avec notamment une grande maison à abside, plus, je crois, près de 30 mètres de large, 15 mètres de large, 30 mètres de long, donc un bâtiment, vous voyez ici les personnages, vous voyez un petit peu la hauteur, qui devait marquer le paysage, et sur lequel il plaît donc à Bruno Chaume d'imaginer que c'était la maison de la princesse de Vix, pourquoi pas. En tout cas, un élément de prestige au centre de ce bâtiment. Donc il y a la tombe, il y a le rempart impressionnant de Vix, il y a cette ville, et puis je parlais d'état émergent. Voilà, avant 550, Vix, c'est pas grand-chose ou c'est rien du tout. Et après 450, il n'y aura rien, c'est-à-dire qu'il y a une montée en puissance des sociétés méditerranéennes, l'émergence de ces sites celtiques, et puis une chute à partir de 450. Et là aussi, du coup, pour la chute, il y a les deux hypothèses. Les gens qui soutiennent à fond les Celtes et qui disent « Bon, bah, écoutez, les populations celtiques en ont eu marre de voir des Grecs et les Étrusques et ils les ont chassés. » Pourquoi pas, vous me donnez à boire et je vous chasse, ça peut se faire. Soit la deuxième hypothèse, c'est au moment où en Méditerranée la navigation se développe. On parle notamment de navigateurs célèbres, le fameux Pythéas qui passe les colonnes de Gibraltar, qui remonte en Atlantique, qui aborde le cercle polaire, puisqu'il décrit des espaces extrêmement nordiques, et donc très probablement une navigation méditerranéenne qui s'affranchit, qui dépasse la Méditerranée et qui peut-être va directement aux sources d'approvisionnement vers l'Étain, voire vers l'Ambre, par voie maritime, et donc qui va squeezer un petit peu cet espace dominant au centre du monde celtique. Donc, de fait, par un changement des voies de communication et d'approvisionnement, peut-être une retombée de ces principautés celtiques, deuxième hypothèse en cours de discussion. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que même si les vases retrouvés dans ces tombes celtiques sont différents, et pas force. Voilà, donc ici, le cratère de Vix, sans doute le plus important, le plus intéressant d'un point de vue stylistique. Voici le pied tout à l'heure que je rapprochais de l'Onokoé de Lavaux, d'un point de vue stylistique, qui raconte une belle histoire, fabriqué très probablement en Italie du Sud. Le chaudron d'Ordorf, avec une forme proche de celui de Lavaux, avec ses petits lions, dont un problème de production locale, et puis ça en cours de fouille, mais bientôt restauré et bientôt restitué en 3D. Stéphane Saint-Donino nous en a porté tout à l'heure la primeur de ce récipient. Et puis des objets, donc ça c'est le service du vin, ce qui permet d'asseoir le pouvoir et de le partager
avec les populations qui dépendent de la personne au pouvoir, et puis l'or, bien entendu, le fameux torque de Vix, le torque de Lavaux, les bracelets d'Ordorf. On a là les éléments de prestige que portait la personne puissante, homme ou femme. Je ne vois pas je ne vois pas de différence. Et ensuite, l'élément qui permet d'assumer son pouvoir et d'échanger, qui sont les éléments de chaudron, voilà, avec le service à boire qui accompagne l'ensemble. Voilà, sur cette belle image, vu qu'on me fait un signe, je vais m'arrêter là pour avoir essayé, voilà, de remettre en perspective ces données du monde celtique. Voilà, je vous remercie.